Madame, Messieurs. Merci Madame la Ministre de bien vouloir honorer de votre présence cette conférence. Vous avez, depuis que vous avez pris la charge du ministère de la Justice, témoigné d'un engagement auprès du monde académique qui est exceptionnel dans cette fonction, dans la mesure où vous considérez que la réflexion, et pas seulement l'expertise, comme nous en discutions à l'instant, la réflexion approfondie, la recherche des universitaires sont un élément essentiel de la décision publique et des politiques publiques. Vous avez témoigné de ceci en faisant organiser par votre ministère des journées sur l'état des savoirs sur la justice, que vous avez également honoré de votre présence déjà ces 2 dernières années, et nous sommes en train de programmer la 3e opération de ce genre pour le printemps prochain. Je sais qu'aujourd'hui devait se tenir, je savais que ce colloque porte sur des sujets qui vous tiennent à cœur. C'est la raison pour laquelle, avec les organisateurs, nous avons considéré que nous pouvions vous solliciter dans un agenda dont nous savons la lourdeur, et vous avez accepté de venir intervenir sur ce sujet. Je suis persuadé que pour tous les participants qui sont ici, avoir votre réflexion sur ces sujets, mais aussi avoir la présence de la ministre de la Justice sur des sujets aussi importants, c'est un véritable encouragement pour leur recherche. Et donc je vous remercie à nouveau pour votre présence et je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'accueillir et merci pour ce compagnonnage, j'oserais dire, qui nous permet au ministère de la Justice et à moi en particulier, en charge de politique publique concernant la justice, mais voulant moi-même être en charge aussi de l'évolution et de la vitalité du droit. Merci de me permettre de m'accueillir, de me donner aussi fréquemment l'hospitalité et de me permettre effectivement de venir butiner, picorer à titre personnel les travaux de recherche, les réflexions, les conclusions, les hypothèses des chercheurs, de m'accueillir dans votre maison à chaque fois, ici et ailleurs, et de permettre que nous puissions travailler ensemble entre nous avons un groupement d'intérêt public qui fait de la recherche et qui est en partenariat avec des organismes de recherche. J'ai voulu effectivement, c'est depuis que je suis aux responsabilités, dynamiser ce partenariat, ces échanges, et je crois qu'il en sort déjà de très très belles choses et qu'il en sortira encore des choses extrêmement utiles pour tout responsable politique qui comprend, qui est conscient d'une chose élémentaire, c'est le besoin qu'il a de cette pensée dynamique, c'est-à-dire non seulement de cette connaissance historique avec toute la profondeur de la construction de la pensée, mais dynamique aussi au sens où cette pensée, elle continue à s'enrichir et puisant dans les expériences peut elle-même s'étoffer, prendre encore de la substance et produire des réflexions qui doivent aider, éclairer la décision politique. La décision politique est extrêmement lourde de conséquences puisqu'elle s'applique dans la société, sur les citoyens, et il vaut mieux que ces décisions soient clairvoyantes d'une part, qu'elles soient justes, cela me paraît essentiel. C'est la condition pour que les règles émises puissent être respectées, et pour éviter de donner lieu et de l'espace à toute remise en cause des règles et à toute transgression, il faut veiller à ce que les règles soient les mieux éclairées possible et donc élaboré avec le plus de justesse. Donc je suis vraiment heureuse d'être parmi vous ce matin et pardon pour les quelques minutes d'attente, mais c'est vrai qu'une journée de ministre est juste une horreur totalement affolante, ce qui ne m'empêche pas de vous souhaiter d'en faire l'expérience un jour. Je pense en venant jusqu'à vous, je me disais que j'espère déranger les choses. Je les dérange nécessairement puisque je viens de l'univers politique, même si j'ai fait autre chose dans ma vie, je continue à faire autre chose dans ma vie et que toutes les nuits, j'ai besoin, pour me sauver moi-même, de lire de la bonne littérature. C'est pas que des ouvrages scientifiques. J'ai besoin de ça pour me sauver et moi-même. Mais il n'empêche que je viens de l'univers politique, je viens d'un monde qui est au carrefour de toute une série de contraintes, de tensions et de pressions. Et donc je viens dans votre univers et j'y viens
en faisant du bruit. Voilà, je vous le dis franchement, je sais à qui je parle, hein, je sais qui est devant moi, vous êtes des chercheurs, vous faites un travail quotidien de l'esprit, vous projetez vers l'avenir, vous avez un rapport au temps qui est forcément différent du nôtre, mais je viens très très clairement en faisant du bruit. Et je vais commencer par vous dire, par vous dire que j'adhère beaucoup à ce qu'écrivait Épictète, que je n'ai pas connu, vous imaginez bien, même si je ne suis pas spécialement choquée par l'idée de la réincarnation, mais j'aime beaucoup cette pensée où il disait que de la discorde naît la plus belle harmonie. Et j'espère qu'au terme de vos travaux régnera la plus belle harmonie. Mais qu'avant d'arriver au terme de ces travaux, vous aurez laissé d'espace à la discorde, parce que le devenir est effectivement déterminé par la discorde, par la dispute, par le débat. Et je veux remercier celles et ceux qui, depuis hier, participent à cette discorde, hein, parce que pour ceux qui viennent au monde pour ne rien troubler ne méritent ni égard ni patience. Ça, c'était de René Char. Et même si j'arrive jusqu'à vous seulement le deuxième jour de vos travaux, je veux prendre ma part à la discorde. Et commencer par interroger le titre de votre colloque. Vous me direz, il est bien temps d'interroger le titre de votre colloque. Mais tout de même, lorsque j'ai accepté, et lorsque j'ai revu, quand même hier soir, dans quoi je venais mettre les pieds, la mémoire de l'esclavage dans tous ses états, perspective internationale comparée. Bon, la mémoire de l'esclavage. Il est singulier, votre singulier. Parce que l'esclavage, les esclavages, en réalité, Édouard Glissant écrivait la mémoire, au pluriel, des esclavages. Les esclavages. Parce que l'esclavage, en tant que générique, recouvre une réalité protéiforme, extraordinairement protéiforme. Et cette réalité protéiforme, elle a de toute façon produit des conséquences. Et aujourd'hui encore, il y a des ramifications sur 3 continents qui sont encore à l'œuvre et qui concernent des peuples, des communautés humaines. Ces peuples et ces communautés humaines, au moment même où se pratiquait la traite négrière notamment et l'esclavage, ces peuples et ces communautés humaines étaient déjà multiples, étaient déjà divers, participaient déjà à des sociétés qui étaient elles-mêmes travaillées par des différences, des divergences, des contradictions, des antagonismes. Donc la réalité elle-même est protéiforme, elle l'a été au temps où elle a été pratiquée et elle demeure protéiforme au sens où elle produit des conséquences et des dynamiques qui sont différentes, multiples, parce que ces communautés, ces peuples et les individus qui les composaient avaient des cultures différentes, avaient des histoires différentes, suivaient des trajectoires différentes. Et c'est bien pour ça que l'humanité s'en est à ce point enrichie, et notamment sur le continent d'où je viens, puisque moi je viens d'Amérique du Sud, et sur ce continent d'où je viens, on voit bien que la traite négrière et l'esclavage ont produit l'irruption de peuples nouveaux, de communautés nouvelles, et communautés humaines nouvelles, cela veut dire tous ceux que produisent les communautés humaines pour vivre ensemble, c'est-à-dire la langue et le langage, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire l'explication de l'univers, alors que ce soit par cosmogonie, que ce soit par religion, que ce soit par spiritualité, sans Dieu, sans être suprême, etc. Tous ceux que produisent et les expressions diverses d'oraliture, c'est-à-dire de littérature orale, parce que ça a été pendant très longtemps des communautés qui ont transmis leur histoire, leur culture, leur mémoire par voie orale, donc que ce soit l'oraliture, la littérature, que ce soit les différentes formes d'expression artistique, il y a donc une irruption de réalités humaines collectives nouvelles qui sont directement issues de cette histoire et qui se travaillent aujourd'hui encore. Donc voilà, ce singulier, je tenais à vous dire que, mais enfin bon, je vous le dis inutilement, vous travaillez depuis hier et je suis sûre que vous avez fait pièce à ce singulier. Ensuite, vous dites la mémoire de l'esclavage dans tous ses états, et pourquoi pas dans tous ses états avec une majuscule? Parce que le phénomène a été justement protéiforme, mais il a été aussi très transversal. Il n'y a pas, je crois, de réalité, de système qui ait été plus transfrontalier, plus transnational, plus transatlantique, plus transocéanique et d'une ampleur considérable dans la durée, bien entendu, et dans l'espace.
Donc c'est un funeste record, c'est un triste et funeste record, notamment les déplacements de population qui ont été massifs, déplacements forcés de population qui ont été massifs, qui ont duré longtemps et qui ont été si amples dans l'espace. Et ce qui est sorti de cela, c'est comme une espèce de sidération des nations, une sidération qui les a conduites à considérer qu'il y avait peut-être lieu de poser du droit en surplomb, un droit qui transcende leur législation nationale, d'instaurer une espèce de tutelle de la mémoire universelle. Et dès que les nations ont pu se regrouper, elles ont construit, j'allais presque dire, elles se sont acharnées, disons de façon plus neutre, qu'elles se sont attelées à construire cette espèce de droit en surplomb, cette espèce de tutelle de la conscience universelle. Parce que dès 1926, lorsque se crée la Société des Nations, une convention est adoptée relative à l'esclavage, et c'est la première et la seule d'ailleurs, qui donne une définition de l'esclavage avec, en indiquant que c'est la situation d'une personne sur laquelle s'exercent des attributs de propriété. Cette définition, cette convention sera reprise en 1956. Mais entre-temps, que se passe-t-il? Alors, en 1926, c'est la Société des Nations qui jure ses grands dieux qu'il n'y aura plus de guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale. Évidemment, les hommes étant incorrigibles, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Et après cette Deuxième Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies va s'atteler à nouveau à cette œuvre d'élaboration d'un cadre juridique, d'instruments qui devraient s'imposer aux législations nationales. C'est donc la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et nous savons le rôle qui ont joué notamment René Cassin et à ses côtés Stéphane Hessel, qui était jeune à l'époque et qui en parlait, puisqu'il nous a quittés aussi, qui en parlait avec beaucoup de modestie. Il y a ensuite la Convention européenne des droits de l'homme qui date. Il y a d'abord la Convention relative à l'abolition de la traite en 1949. Parce qu'il y a, voilà, je crois, c'est cette, je parlais de sidération, il y a cette espèce de traumatisme terrible. Il faut vraiment dire très clairement, dans une parole sans ambiguïté, que l'esclavage n'est pas acceptable, que la traite n'est pas admissible. Ensuite, il y a la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, il y a une déclinaison des droits fondamentaux qui se fait dans ces instruments internationaux. Il y a après, bien entendu, le pacte des droits civils et politiques, la charte africaine des droits de l'homme, qui, elle, date des droits des peuples et des droits de l'homme, qui date de 1981. Le pacte international date, lui, de 1966. Et puis après, quand même, on construit des instruments judiciaires. Après avoir posé ainsi le cadre juridique, on pose le cadre institutionnel. Parce que, je répétais que les hommes étaient incorrigibles et que surtout les pouvoirs sont abominablement répétitifs. Et donc va se créer le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, puis sera créé le tribunal international pour le Rwanda, et en 1998, la Cour pénale internationale, donc l'adoption du statut de Rome et l'instauration de cette Cour pénale internationale. Mais une fois qu'on a créé à la fois ces instruments juridiques qui se posent au-dessus des législations nationales et qu'on a créé ces instances judiciaires qui se posent aussi au-dessus des pays qui sont en cause, l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, au-dessus donc de ces pays, qu'on met ces pays qui a vocation non pas seulement international, mais en fait universel, à juger des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Que font les États? Qu'ont fait les États? Mais les États ont soit ils avaient déjà des textes de loi, soit ils ont décliné ces instruments juridiques internationaux. Ils les ont déclinés dans leur législation, et puis parfois ils sont allés plus loin. Et ce qui est intéressant, en tout cas pour la recherche, je pense, vraiment, au-delà de ce qui est établi, ce qui est posé, qui est à disposition, c'est comment dans la vie quotidienne, le croisement, la rencontre, la confrontation, je suppose que dans la salle, il y a également des militants de la mémoire, il n'y a pas que des historiens, il n'y a pas que des chercheurs, il n'y a pas que des femmes et des hommes de science, il y a aussi des femmes et des hommes de l'art, et notamment de l'art de la mobilisation dans la société civile. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment la relation un peu dialectique entre ceux qui savent, ceux qui recherchent, et ceux qui croient, je le dis un peu en résumé pour les militants, et ceux qui croient
comment cette relation devient vraiment dialectique, au sens où elles se fécondent l'une l'autre. Elles s'enrichissent l'une l'autre, elles se stimulent l'une l'autre, elles se nourrissent l'une l'autre. Et c'est cet effet conjugué qui va produire, au-delà des textes de loi, des initiatives dans certains pays qui s'inscrivent dans l'espace public, qui s'inscrivent non plus seulement dans la mémoire, mais également dans la conscience. En France, par exemple, en 2001, la France adopte, elle est le premier pays au monde à adopter une loi qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et dans son article 2, elle contraint à l'enseignement de cette histoire. En 2006, elle décide d'appliquer enfin un autre article de la même loi, c'est-à-dire d'instaurer un jour de la mémoire nationale autour de cette histoire. Donc un jour de commémoration, donc de la mémoire, non pas de populations qui de façon évidente ont l'air de venir de cette histoire, mais d'une histoire qui est commune, parce qu'elle a impliqué tout le monde justement, qui est commune et qui doit être portée ensemble et qui doit trouver sa place dans le récit national. Le Sénégal, alors il y a la rencontre, le sommet de l'ONU à Durban en 2001, donc dans la foulée un peu, enfin c'est pas dans la foulée, c'est pas lié à la loi française, mais enfin ça se passe 3 mois ou 4 mois après l'adoption du texte français. Le Sénégal, lui, en 2010, adopte une loi équivalente qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est censé avoir un rôle d'impulsion, notamment sur la recherche, sur la production de manuels scolaires, donc sur le rôle que peuvent jouer les historiens et ceux qui produisent des textes et des documents pédagogiques. Ensuite, il est intéressant de regarder ce qui se passe ailleurs. Je vais très très vite parce que ce sont des choses que vous connaissez mieux que personne, mais qui est riche d'enseignements et qui, si c'est partagé, peut aider les pays à dépasser la dimension inflammable de ces sujets. Je pense à l'Afrique du Sud qui, avec sa commission réconciliation, vérité et réconciliation, a interrogé non seulement le racisme, l'apartheid, mais a interrogé également les effets de l'esclavage et les effets continus de l'esclavage. Il y a le processus au Brésil qui est intéressant aussi parce que depuis la loi d'abolition de l'esclavage en 1888, le Brésil n'a pas cessé par étapes d'introduire des enrichissements dans sa législation. Elle l'a fait par un décret en 1940, elle l'a fait par une loi en 2003, elle l'a fait encore par une loi en 2010, elle a fait par un texte en 2013, je crois. Elle enrichit sa législation en y ajoutant la lutte contre le travail forcé, contre les pratiques dégradantes, parce qu'en fait, le droit n'impose pas forcément les mutations économiques et sociologiques. Et le droit peut être affiché, peut être inscrit, et on se rend compte que dans la société, les survivances économiques et sociologiques demeurent et continuent à produire les inégalités. Et le dernier des actes du Brésil a consisté à imposer la restitution des terres aux communautés afro-descendantes. D'autres pays aussi ont eu des parcours un peu chaotiques et tout à fait intéressants. De façon évidente, il y a les États-Unis, avec toute la période de reconnaissance des droits civiques, avec le Civil Rights Act. D'abord, évidemment, l'abrogation des lois de Jim Crow. Ensuite, le Civil Rights Act. Le Voting Rights Act, c'est vraiment toute la décennie 60-70. Après, il y a les politiques publiques d'affirmative action, par exemple. Mais aussi toute une série d'initiatives et de politiques culturelles avec l'instauration de musées et tous les débats qu'il y a aux États-Unis, par exemple, sur le nom des musées. Est-ce que c'est un musée de l'esclavage? Ben non, en fait, le grand musée qui sera ouvert à Washington l'année prochaine, ce sera le musée national de l'histoire de la culture afro-américaine. Donc, ça n'est plus juste une enclave, comme si c'était un morceau d'histoire d'une catégorie d'Américains. Non, c'est l'histoire des États-Unis et cette histoire est assumée en tant que telle. Et le lieu, la géographie compte, parce que dans l'espace public, si on donne un nom de prestigieux libérateur à une impasse, évidemment, ça dit l'échelle des valeurs. Si par contre c'est la plus belle place publique qui prend son nom, ça dit aussi l'échelle des valeurs. Donc ce sera sur le Mall, ce grand musée, et cette place géographique aussi est extrêmement significative. Il y a tout ce qui se fait au Canada, au Royaume-Uni aussi, avec le Black History Month. Et puis, il y a cette année, d'ailleurs, une décision de la Cour suprême qui est intéressante pour nous, parce qu'aux États-Unis, le free speech, normalement, ne supporte aucune
restriction, aucune nuance. De sorte que des propos antisémites peuvent ne pas être poursuivis par la loi parce que ça relève du free speech. En Europe et en particulier en France, la loi a très fortement encadré les propos racistes, les propos antisémites et combat les discriminations. Or, la Cour suprême en juin 2015 vient de décider qu'il peut y avoir une limitation au free speech, et que les États fédérés peuvent établir ces limitations. Donc c'est intéressant comme dynamique parce que on regarde souvent les États-Unis comme un pays où ces questions se traitent par procédure judiciaire, donc dans la confrontation dans les prétoires, et en réalité il y a un intérêt profond pour ces questions qui permettent une traduction par des déclinaisons différentes. Sur le plan international, il y a toute l'action qu'a conduite l'UNESCO en tant que maître d'œuvre de la route de l'esclave, avec ces 44 sites qui existent dans des pays différents et qui sont inscrits au patrimoine mondial, mais aussi avec tout un programme de numérisation, par exemple, de 200 000 archives, de 200 000 documents historiques, de production d'outils pédagogiques et de reconnaissance aussi, ce qui revient à mon propos du début, de reconnaissance du patrimoine immatériel, c'est-à-dire de toute cette créativité qui doit être reconnu comme faisant partie du patrimoine de l'humanité, parce qu'il y a bien une création, il y a bien une ingéniosité de communauté humaine. Je vais en terminer avec encore une obsession, c'est-à-dire je reviens au titre. Sur les perspectives. Alors ça c'est autre chose, les perspectives c'est stimulant. Voilà, ça c'est l'aspect extrêmement dynamique de ce titre, les perspectives. Et l'interrogation que j'ai, c'est est-ce que le droit, puisqu'on a vu que c'est d'abord par le droit que les nations rassemblées essaient de construire des remparts, des digues, des parapets pour éviter encore ces basculements. C'est par le droit qu'elle a commencé, c'est peut-être par le droit qu'elle va poursuivre. Et on peut se demander si le droit n'est pas l'enfant prodigue de cette mémoire que vous interrogez. Pourquoi l'enfant prodigue? Parce que le droit a été instrumentalisé pour légitimer ces pratiques, pour légitimer ce système. Pour ce qui concerne la France, il y a eu le Code noir, mais pas que la France. L'Espagne a eu son Código Negro. Et le Portugal et d'autres pays ont eu, même s'ils ne les ont pas rassemblés en Code noir, ils ont eu toute une série d'ordonnances, de textes de loi, en tout cas de normes qui justifiaient ce système. Donc c'est peut-être au droit d'être l'enfant prodigue de cette mémoire et de revenir et dénoncer les règles qui permettront qu'aujourd'hui, nous disions que ces ramifications dont je parlais tout à l'heure et qui sont encore à l'œuvre sur 3 continents, que nous disions que c'est le droit aussi qui doit poser très clairement les droits de chaque individu, de chaque personne. Et qu'il y a des choses qui sont vraiment universelles. Non pas universelles au sens où ce sont des valeurs qui seraient nées quelque part et qu'il s'agirait d'imposer, y compris par l'armée, par la guerre. Universelles au sens où l'entendait Édouard Glissant, à savoir que ça n'est pas une valeur qui se répand ou qui s'impose, mais une quantité réalisée du tout monde. C'est-à-dire que nous sommes tous égaux et que la dignité de la personne est inaliénable. Elle n'est pas négociable, elle n'est pas à nuancer. La dignité de la personne est inaliénable. Donc toute personne a droit à cette dignité. Et ça entraîne évidemment de la solidarité. Donc le droit doit pouvoir venir dire ces règles-là, ces principes-là, ces valeurs-là, cette éthique-là. Et c'est peut-être donc en effet par le droit qu'on peut répondre aujourd'hui à la situation que nous avons sous les yeux et qui nous bouscule si terriblement. Ces centaines de milliers de personnes, millions de personnes, des millions de personnes déplacées. Ces millions de personnes qui quittent leur lieu de vie. Ces millions de personnes qui pensent que la Terre s'habite, que la planète est notre maison commune, et que lorsque la vie est infernale et insupportable, lorsqu'elle contient un risque de mort en un lieu, il y a d'autres lieux. Et nous sommes interpellés par cela. Nous sommes interpellés par cela. Il y a un changement, il y a une césure qui se produit là, sous nos yeux, et nous devons dépasser notre impuissance actuelle. Nous devons dépasser notre incapacité à conceptualiser, à penser, à nous camper sur ces principes que nous avons inscrits dans le droit international après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Que signifient ces principes? Ils nous réveillent, ils doivent nous réveiller, et ils nous réveillent brutalement. Ils nous réveillent en nous secouant, parce que nous nous étions habitués à des trajectoires
à peu près linéaire, le progrès, l'amélioration du produit national brut, la courbe de croissance, la réduction du chômage. Nous nous étions habitués à des choses qui se faisaient gentiment dans le temps. Nous nous étions habitués à une individualité qui avait fini par se transformer en individualisme et qui est en train de devenir des égoïsmes. Nous nous étions habitués à tout cela. Et cette situation de milliers, de dizaines, de centaines de milliers, de millions de personnes, d'hommes, de femmes, dignes quand même, quand on regarde les images, dignes, courageux, qui ont encore l'énergie nécessaire pour s'extraire du lieu infernal, pour essayer d'avancer et d'atteindre un autre lieu. Face à tout cela, nous devons effectivement nous secouer. Et au terme de vos 2 journées de réflexion ensemble, ce que je souhaite, c'est que nous soyons en capacité, alors que la mondialisation contribue à détruire des vies, à aggraver des inégalités, à produire des injustices, que nous puissions atteindre, ou en tout cas tenter d'atteindre à la mondialité telle que la définissait encore Édouard Glissant. La mondialité, c'est la relation entre nous tous dans le monde. C'est la compréhension de nous tous dans le monde. C'est la conscience que chacun d'entre nous fait tout ce qu'il fait, dit tout ce qu'il dit en présence du monde, en présence des autres dans le monde. Et s'il sort de votre colloque non seulement une belle harmonie, celle d'Épictète, mais en plus une espèce de confrérie des chercheurs et des ardeurs, je crois que vous auriez fait une œuvre magnifique. Merci. Merci Madame la Ministre. Vous me dites que vous avez quelques minutes pour des questions, donc je laisse la salle s'exprimer. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je suis une sociologue américaine, afro-américaine, et moi je suis très inspirée par les études Critical Race Studies aux États-Unis, les études critiques sur la race. Et c'est une courant de pensée qui met l'accent sur le concept de la suprématie blanche, non seulement en tant que le KKK ou les extrémistes, mais comme une forme d'organisation d'une société politique qui existe toujours. Et donc, j'aimerais vous demander de vous exprimer sur l'existence, peut-être, l'existence de la suprématie blanche en France d'aujourd'hui, politiquement, et aussi sur la façon dont les afrodescendants, les Noirs en France, sont privés de pouvoir. Deuxièmement, et rapidement, par rapport aux États-Unis, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on aborde, vous le savez bien, très facilement la question noire aux États-Unis, mais l'histoire de l'esclavage ne fait pas partie des programmes scolaires. Et donc, c'est-à-dire qu'on a de mal à parler de cette histoire. Et en tant que professeur, ce que moi je constate parmi les étudiants, mais aussi parmi la population ordinaire, c'est que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire d'être noir et pourquoi le noir est stigmatisé. Parce qu'ils ne comprennent pas justement cette histoire de l'esclavage et le lien entre l'histoire et le présent. Ah, je sais pas, je croyais que comme j'ai vu un autre doigt, je croyais que vous preniez une série de questions. Elle est dense, elle est très proche de celle-là ou très éloignée? Elle est proche. Proche, bon. Mon nom est Ana Lúcia Araújo, je viens de Howard University, une université historiquement noire aux États-Unis, Washington. Et je vais vous demander si vous avez des commentaires à faire sur les récentes demandes de réparation des pays donc des Caraïbes en relation avec la question de l'esclavage et de la traite, parce qu'on parle
de plus en plus de cette question-là. Vous avez mentionné le cas du Brésil. Je suis brésilienne d'origine. J'avais entendu l'accent. Oui, et accent québécois aussi, parce que je passais un certain temps au Québec. Donc, je me demande si vous avez des commentaires à faire sur cette question-là. Donc, quel est l'avenir des demandes des réparations? On parle beaucoup des réparations symboliques, mais au niveau des réparations matérielles aussi. Alors, pour la question de suprématie blanche, franchement, je n'ai pas de compétences savantes pour parler d'une fiction. Là, je suis d'accord. Merci, madame. Voilà, c'est une ignorance absolue et ça révèle surtout, bon, de l'ignorance, ensuite une incapacité à comprendre le présent, donc un analphabétisme culturel sur le passé, sur l'histoire. Bon, donc voilà, si vous m'autorisez, j'évacue. Maintenant, la question de l'enseignement et la question de la conscience des gens au quotidien, des personnes ordinaires dans la société, elle est essentielle. Et lorsque nous avons débattu en France de l'adoption de la loi reconnaissant la traite négrière et l'esclavage contre l'humanité, l'article qui a été le plus difficile et qui a provoqué les débats les plus vifs, les plus rudes, a été l'article 2 sur l'enseignement. Parce qu'effectivement, la reconnaissance solennelle, elle a posé des problèmes. Hein. Il y a eu des affrontements, il y a eu des discussions, il y a eu des refus. Mais finalement, nous avons abouti quand même à la reconnaissance solennelle, donc qui est quand même une réparation en soi. C'est une réparation symbolique de dire que ce qui était considéré comme un système économique ordinaire, qui était organisé par des États, qui rapportait de l'argent, qui faisait l'objet d'un régime fiscal, qui a donné lieu à un code noir, qui a donné lieu à des lettres patentes, qui était général, admis, je le répète, transfrontalier, transnational, etc. Que tout ça, non, c'était un crime contre l'humanité. C'était pas un système économique, c'était pas un aménagement des choses, c'était pas des voyages, non, c'était un crime contre l'humanité. Donc ça n'était pas simple, en fait, ça a été posé et ça on a pu aboutir. Sur l'enseignement, c'était très compliqué. Parce que effectivement, l'enjeu est phénoménal. Il est phénoménal sur l'enseignement. D'abord, il permet aux sociétés de savoir qui elles sont, d'où elles viennent. Et du coup, de se voir. Parce qu'une des difficultés des minorités en général, des afrodescendants, mais des minorités en général, des personnes qui, dans l'histoire, n'est pas... j'allais dire en haut de la pile, mais je ne veux pas le voir comme ça, parce que tout ça, c'est l'histoire du même groupe, enfin, c'est l'histoire du même ensemble. Ces personnes-là subissent des injustices, des exclusions, des discriminations, parce que leur histoire n'est pas connue et qu'elles-mêmes ne connaissent pas leur histoire. Donc l'enseignement est un enjeu fondamental, capital, déterminant. Et ça a été une bataille très rude. C'est une bataille sur laquelle j'étais députée à l'époque et c'est moi qui portais ce texte de loi. Une bataille sur laquelle je n'ai pas cédé. Je n'ai pas cédé. C'était pourtant un gouvernement de la même majorité. Mais je n'ai pas cédé sur cette bataille parce que pour moi elle était essentielle. D'une part, pour une raison personnelle, c'est que je viens de Guyane, donc un territoire qui a connu la traite négrière et l'esclavage. Je n'ai pas appris cette histoire à l'école. Et je l'ai découverte toute seule parce que j'ai toujours beaucoup vagabondé dans les bibliothèques. Il n'y en avait pas beaucoup chez moi. Mais quand je suis venue à Paris faire mes études supérieures, j'ai traîné dans la bibliothèque. Je suis tombée par hasard sur cette histoire. Et j'ai découvert cette histoire en 2 étapes. Une première étape, une histoire qui m'a bouleversée, profondément choquée, compte tenu de sa violence. Et une deuxième étape qui, d'une certaine façon, m'a effondrée parce que j'ai réalisé que moi, je venais de cette histoire. Et je me suis dit, cette violence est trop terrible. Elle est trop terrible. Donc, moi, dans un mécanisme de survie, j'ai cherché à éviter le naufrage. Donc, je me suis dit, ça n'a pas pu se passer aussi simplement comme ça. Ça ne peut pas être binaire. Il ne peut pas y avoir des méchants noirs, des méchants blancs et des gentils noirs, des dominants blancs et des noirs victimes. Sûrement que ça n'a pas dû se passer comme ça. Et cette obstination à chercher m'a sauvée parce que c'est ce qui m'a permis de rencontrer la complexité et de voir qu'effectivement, il y a eu des solidarités en Europe. Que d'abord, il n'y a pas eu que des victimes comme ça, là, complètement immolées. Non, il y a des personnes qui ont résisté, qu'il y a eu des combats, qu'il y a eu des affrontements
Que pendant les traversées, il y avait des soulèvements dans les villages et des actes de solidarité, qu'il y a eu des sabotages de navires, qu'il y a eu des mutineries sur les navires, qu'il y a eu des suicides, y compris collectifs, pour éviter. Bon, voilà, donc c'est une histoire vivante, dynamique, une histoire humaine. Et chez les maîtres, c'est pareil, que dans les sociétés dont les États eux-mêmes organisaient avec la bénédiction du Vatican, organisaient ce système de traite, là aussi il y avait des contradictions. Il y avait des philosophes qui protestaient, mais il y avait aussi des citoyens ordinaires qui, ayant connaissance de cette histoire, disaient « mais c'est inadmissible, les Noirs sont nos frères, etc. » Donc moi, ça m'a franchement sauvée, Mais je me suis sauvée parce que j'étais obstinée, parce que j'ai une grande joie de vivre. Vous ne me connaissez pas, souvent quand vous me voyez à la télé, je suis souvent fâchée parce qu'à la télé, on me fâche. Mais moi, je suis d'un tempérament joyeux, j'aime les gens, j'aime la vie, j'aime le plaisir, j'aime le bonheur, et j'aime des tas d'autres choses encore. Mais bon, voilà, donc moi, je voulais pas perdre cette joie de vivre, je voulais pas devenir aigrie, je voulais pas devenir... donc j'ai cherché, mais il a fallu de l'énergie, du volontarisme. Et pour moi, l'enseigner, ça évite de prendre le risque que ceux qui n'auront pas cette énergie, ce volontarisme, ce naufrage. Donc c'est un enjeu capital, capital. Que les gamins qui de toute façon vont rencontrer cette histoire, et plus encore, moi j'ai fait mes études, c'était presque il y a 2 siècles, par rapport à Internet, à la facilité avec laquelle les éléments, les informations circulent. Moi à l'époque, il fallait aller, j'allais à la bibliothèque Sainte-Geneviève, ça fermait à 17h, bon voilà, est-ce que j'avais pensé à prendre ma carte de bibliothèque, est-ce que j'avais passé le contrôle, c'était quand même ça à l'époque. Aujourd'hui, ils sont assis, ils tapent sur leur ordinateur, ils ont plein d'informations, donc ils rencontrent cette histoire encore plus vite et encore plus sûrement que ma génération ne l'a rencontrée. Donc pour moi, il était essentiel que, les gamins connaissent cette histoire parce que de toute façon, ils vont la rencontrer et de toute façon, elle a existé, donc il faut qu'ils la connaissent. 2, il faut qu'ils soient accompagnés d'adultes au moment où ils la rencontrent. Donc c'est l'enjeu de l'enseignement. Et si vous pouvez, vous, arriver à travailler chez vous, pour qu'effectivement l'enseignement, je crois que dans tous les pays du monde, il faut que les programmes scolaires, les programmes universitaires, les programmes de recherche permettent d'enrichir la connaissance et de mettre à disposition. Ça va aider la société elle-même, parce que si les gens connaissent leur histoire, vous savez, quand vous prenez la violence d'injures racistes, bon, moi j'en prends plus que ma besace. Mais franchement, j'ai une vie de combat. Ça fait plus de 30 ans que j'ai des engagements militants, politiques, syndicaux, associatifs. J'ai une vie de combat. J'ai lu des tas de choses. J'ai grandi grâce à des tas d'auteurs, des auteurs de tous les continents. J'ai une maman fabuleuse que j'ai perdue très vite. J'avais 16 ans quand elle est morte. Mais j'ai des souvenirs de choses extraordinaires qu'elle m'a dites et qui m'ont accompagnée dans la vie. Je veux dire que j'ai des tas d'atouts. J'ai toujours beaucoup lu, je connais les gens, bon voilà, j'ai des tas d'atouts qui font que je peux résister. Et pourtant, je ressens la blessure. Je ressens la blessure. Donc je me dis pour les gens qui ne peuvent pas résister. Si ces personnes-là n'ont pas de certitude, moi quand on me traite de guenon, mon premier réflexe c'est de rire. Il est arrivé qu'on me dise on va poursuivre une telle. Je dis on va pas surcharger les enquêteurs de police et la justice à courir après tous les tarés. Bon. Et puis après, finalement, bon, heureusement qu'ils prennent quand même les enquêtes, même si je dis ça, ils prennent quand même les enquêtes, parce qu'il faut mener la bataille. Ce sont des délits, il faut les sanctionner. Mais une personne qui est en difficulté personnelle, difficulté familiale, difficulté professionnelle, difficulté sociale, en exclusion, et qui se ramasse ça à la figure. Si elle-même ne connaît pas l'histoire, si elle ne sait pas que ce racisme, il est enraciné dans ce système pluriséculaire de traite et d'esclavage, qui, pour se justifier, a produit des théories et des doctrines dans les sciences sociales pour expliquer l'inégalité des races, la hiérarchie des races. Si cette personne-là n'a pas un minimum de certitude à l'intérieur, elle est juste démolie. Elle est juste démolie. Donc l'enseignement est important et il vise des enjeux qui vont au-delà du cadre scolaire. Je vois que vous voulez réagir, en même temps il faut que je réponde à madame. Please do. Rapidement, juste une précision. D'abord, merci beaucoup pour votre réponse. Je suis d'accord avec vous sur plusieurs points. Je suis d'accord sûrement sur le fait que la suprématie blanche, c'est une fiction. Mais en tant que femme, par exemple, je sais bien que les hommes ne sont pas supérieurs. Mais il faut reconnaître la domination masculine
Donc voilà l'intérêt, à mon avis, en tant qu'Américain, mais aussi en tant que sociologue, pour reconnaître le système de domination raciale qui existe toujours, qui est né de l'esclavage de la colonisation. Je suis totalement d'accord avec vous, mais constater la domination masculine ne me conduit pas à reconnaître la domination masculine, mais à la combattre. À la combattre. Et je refuse de constater de suprématie blanche. Ça ne m'empêche pas de combattre celles et ceux qui croient qu'ils ont une supériorité issue de je ne sais quel épisode extraterrestre et qui s'imaginent qu'ils vont dominer le monde ou dominer les autres. Ça ne m'empêche pas de les combattre. Et je les combats tous les jours. Totalement d'accord. Mais je ne donne aucune légitimité, donc aucune consistance à à cette suprématie. Ça n'existe pas. Par contre, il y a des gens qui y croient et qui disent ou agissent. Et même lorsqu'ils ne font que dire, les mots sont des actes. Nous savons que les mots sont des actes, parce que les mots produisent des actes. Les mots conduisent d'autres à agir, à faire des choses. Donc il faut combattre, y compris lorsque ça se limite aux mots, parce que les mots sont des actes en eux-mêmes. D'accord? Donc nous sommes d'accord. Voilà. Je refuse de les reconnaître parce que non, on ne va pas les inscrire, on ne va pas le décliner, on ne va pas expliquer ce que c'est. Par contre, les gens qui croient à ça... Et le chercheur en sciences humaines peut rajouter qu'à partir du moment où vous dites que les actes créent les choses, ou les paroles créent les actes et les choses, donc ça existe. Donc on ne peut pas nier la réalité d'une certaine suprématie de ceux qui y croient. C'est une fiction, effectivement, mais une fiction qui a la capacité de s'incarner et d'être puissante, et sans la reconnaître, je suis de votre avis, il faut la combattre parce qu'elle existe. Non, je suis désolée. Qu'il puisse exister... Non. Non, oui, mais c'est bien pour ça que je réagis. Oui, je réagis, je me dispute avec vous sans aucun état d'âme. Non, je veux bien entendre le pouvoir. Moi, je veux bien combattre des choses qui s'incarnent. D'accord? Je veux bien entendre un pouvoir où des personnes qui sont persuadées de la suprématie blanche organisent un pouvoir et considèrent qu'il n'y a pas de place pour les autres, n'acceptent pas l'altérité et prétendent que sur la base de cette suprématie blanche, ils peuvent détenir le pouvoir, élaborer les règles, dominer les autres et exclure les autres. Et ils y parviennent, c'est ça notre problème. C'est là que nous avons dit, ils y parviennent, ça n'a pas été une fiction historique. Vous l'avez dit vous-même. Cette souffrance et cette blessure que vous ressentez encore, ça n'a pas été une fiction historique. Non, mais je suis d'accord. Il faut juste... Moi, je pense que nous sommes d'accord en plus. Je pense juste qu'on... Non, qu'on ne parle pas. Non. Mais on a quand même la preuve. Vous faites plein d'efforts pour ça. Mais non, ce que je veux dire, c'est de quoi nous parlons. Mais moi, je crois que le monde n'a jamais été binaire. Je le pense profondément. Et je pense que si nous ratifions un monde qui prétendument a été binaire, nous encaissons une première défaite. Je le pense. Le monde n'a jamais été binaire. Lorsque je disais tout à l'heure que même les populations qui ont été réduites en esclavage appartenaient à des sociétés qui elles-mêmes étaient complexes. Ce n'était pas juste des Noirs qu'on met en esclavage. Il y avait sur le continent africain, alors on le sait très clairement parce que les documents et les archives d'époque en témoignent, le niveau de développement du continent africain était équivalent au niveau de développement du continent européen et du continent asiatique. Bon. Donc les archives en témoignent. Donc ça n'est pas une question il y avait un continent supérieur qui s'était mieux développé que d'autres et qui a dominé un autre. Non, il y a cette pratique de la traite de l'esclavage qui très rapidement, d'une certaine façon, s'est industrialisée parce que l'Europe était à un moment, elle n'a pas été la première à pratiquer l'esclavage, la traite de l'esclavage sur le continent africain. Elle n'a pas été la première. Simplement, elle arrive à un moment où elle-même est en plein développement de son système capitaliste, des recherches, de l'industrie, des techniques. Elle est en plein développement et elle organise l'activité économique de façon plus rationnelle. Donc, alors que la traite transsaharienne, par exemple, elle était épisodique, elle était inégale, elle était irrégulière, la traite européenne, elle sera organisée et régulière. Pas parce que les Blancs sont plus méchants, mais parce que l'Europe est à un moment
où les sciences se développent, les techniques, la recherche, la navigation s'est développée, il y a contact avec d'autres sociétés, connaissances, bon, je ne vais pas refaire, le compas, la boussole, les chiffres, etc. Donc, l'Europe arrive dans ce système de traite à un moment où elle-même est en train de développer son économie et de la rationaliser. Et elle va appliquer ce développement et cette rationalisation à cette activité de traite. Donc, c'est pour ça que ça prend cette ampleur. C'est pour ça que ça se systématise. C'est pour ça que ça peut durer aussi longtemps. Et vous avez ce que Marx appelait la superstructure. Marx, ça me rajeunit. Ce qu'il appelait la superstructure, c'est-à-dire toute la pensée qui va se construire au-dessus de ça. Et dans cette pensée qui se construit au-dessus de ça, il y a effectivement la suprématie blanche. Il y a effectivement la hiérarchie et l'inégalité des races. Il y a tout cela. Donc moi je dis que je continue à refuser le concept de suprématie blanche. Je refuse de le valider. Par contre, j'entends effectivement que le monde, en tout cas ceux qui ont dominé le monde, se sont pensés blancs, supérieurs, en suprématie et autorisés à dominer le monde. Aujourd'hui, ceux qui viennent, machin, mais excusez-moi de le dire avec un peu de brutalité, mais ce sont des malades qui viennent à la télévision parler de suprématie blanche. C'est juste une question de pathologie, ça relève des psychiatres. D'accord? Alors c'est dangereux et ça fait des dégâts considérables dans la société. Mais ce n'est pas un objet d'étude scientifique. Vous n'allez pas vous mettre à étudier la suprématie blanche. Vous allez vous mettre à étudier le pouvoir qui s'est pensé sur la suprématie blanche. Les instruments de domination qui ont été conçus sur la conception de la suprématie blanche, les meurtres qui ont été commis, you are speaking of KKK, les meurtres qui ont été commis sur le fondement de cette suprématie blanche, mais on ne peut pas venir valider la suprématie blanche. Bon, par exemple, parce que c'est quand même... Bon, voilà, donc parce qu'il y a quelques semaines, on entend une femme politique dire à la télévision la suprématie blanche, elle a juste un immense problème. Parce que rien qu'avec ses yeux, elle devrait voir autre chose. Or, elle vient dire ça, donc elle a juste un problème qui ne relève pas de mes compétences. Sur la réparation. Ouais, vous êtes très désordonné, hein. Vous, c'est la discorde, la dispute, le désordre. Je vous aime. Bon. Et moi aussi, mais j'ose pas le dire. On a toujours dit qu'on avait fait des politiques, mais j'avoue que pour vous, j'ai un penchant terrible. Vous faites bien, merci. Moi, c'est une parenthèse de ma vie. J'avais une vie avant, j'aurai une vie après. Et pendant ma vie de maintenant, je m'autorise quand même encore pas mal de choses. Sur la réparation. Alors, effectivement, il y a la réparation symbolique qui n'est pas négligeable. Parce que je vais vous dire, pour ma part, en 1998, c'était le 150e de l'abolition, la deuxième abolition française de l'esclavage. Et j'ai participé, moi-même j'étais députée, j'ai engagé des tas d'actions, rencontres, invité des tas de chercheurs, rencontres, réflexions. L'angle que j'avais choisi moi, c'était quelle a été la créativité de cette période. On en connaît la violence, on ne discute pas de l'injustice, mais on ne dit pas assez que cette période a été d'une effervescence en termes de créativité extraordinaire. Parce que les gens qu'on a transformés en bêtes de somme, en cheptels, ou dans le code noir disaient que c'était des meubles, étaient des personnes. Et en tant que personnes, elles ont résisté, elles ont inventé des modes de résistance tout à fait originales, elles ont découvert les nouveaux univers. Ces personnes qui ont été capturées en Afrique, déportées dans les Amériques et découvrent un autre univers, elles ont appris à connaître cet univers, à le maîtriser, à l'interroger, à en tirer des plantes pour l'avortement, des plantes pour l'empoisonnement du bétail, à en tirer des façons de se nourrir, de s'habiller, de se loger. Donc c'était des personnes, même sur la plantation, ces personnes-là inventaient des façons de travailler ou des façons de ruser. Même dans l'habitation, tout près du maître, les femmes notamment inventaient des façons de survivre. Donc moi j'étais intéressée par la créativité de ces périodes et de ces personnes-là qui ont vécu
qui ont vécu qu'on ne doit pas prendre de l'état de meubles prétendu à des totems figés, des statues, des sculptures. C'était des gens qui ont souffert, des gens qui ont pleuré, des gens qui ont été désespérés, des gens qui se sont suicidés, mais des gens qui ont ri aussi, des gens qui ont chanté aussi, des gens qui ont dansé, donc des gens qui ont inventé. Et c'est ce que j'ai voulu faire, moi. Et puis, je suis allée dans d'autres colloques, et dans ces colloques, il y avait un dolorisme affleurant très fort, très vif, qui, au départ, m'a beaucoup dérangée. Mais je respecte les gens, donc quand les gens expriment des choses, je fais attention. Je me dis, ça m'agace, ça m'énerve, mais enfin, il doit y avoir une raison qui conduit la personne à faire comme ça. Et donc, j'ai été attentive. Et je me suis rendu compte que, notamment des personnes de génération des quinquagénaires, des sexagénaires, étaient confrontées à une souffrance insupportable. Ces personnes n'avaient pas appris cette histoire à l'école, comme moi, parce que les générations n'ont pas appris, le découvraient comme ça un peu dans l'espace public. Donc, encaissaient le choc de nos ancêtres ont été des esclaves. Et ces personnes se sont mises d'une certaine façon à hurler, même lorsque c'était chuchoté, à hurler. Mais il faut qu'une parole solennelle vienne se poser sur ça, pour dire que nos ancêtres n'étaient pas des bêtes de somme, n'étaient pas des meubles, n'étaient pas... Et ainsi a surgi la revendication de la reconnaissance du crime contre l'humanité. Et ma première réaction a été de dire, mais c'est absolument insensé, du point de vue de l'éthique, qui nous unit, nous, les êtres humains, partout. Du point de vue de cette éthique, mais c'est évident que c'est un crime contre l'humanité. Quelle est la nécessité de cette parole pour dire que c'est un crime contre l'humanité? Jusqu'à ce qu'au bout de quelques mois, je finisse par comprendre que, d'une certaine façon, ça ferait partie de la thérapie. Et qu'il y avait un besoin qu'une parole solennelle dise ce qui a été pratiqué par des États n'était pas un système économique, c'était un crime contre l'humanité. Donc c'est pour ça que j'ai porté ce texte-là. Je l'ai écrit. Et cette reconnaissance symbolique, j'ai perçu à quel point elle était importante. Mais j'ai perçu aussi la demande de réparation à l'époque. Et je ne savais pas non plus comment traiter cette demande de réparation. Parce que moi, je ne renonce jamais à la complexité des choses. Et la complexité, c'est que les choses se sont entremêlées. Voilà. Il y a eu des luttes, des engagements de fraternité en Europe. Il y a eu aussi des complicités sur le continent africain. Il y a eu des résistances, il y a eu de la docilité. Moi, j'admets la complexité des choses et je m'interdis de juger. Je m'interdis de juger. Et je me suis dit, oui, il y a un besoin de réparation, mais quelle est la nature de cette réparation? Donc, dans le texte de loi, j'avais introduit la création d'un comité chargé de réfléchir, de travailler, de faire des propositions sur la réparation. En actant que la reconnaissance solennelle était déjà une première forme de réparation, c'est la réparation symbolique. Mais qu'il y a lieu de réparer autrement, ce que nous faisons aussi avec l'enseignement et la recherche universitaire. C'est aussi une réparation, puisque c'est faire revenir, faire émerger dans la connaissance, dans le savoir et dans la transmission, cette part de l'histoire qui était complètement occultée. Donc il y a là aussi une réparation, d'un oubli délibéré, volontaire, organisé. Et puis il y a la réparation matérielle. Alors il y a eu des revendications à l'époque de réparation financière. Moi immédiatement, et aujourd'hui je continue à le penser, je récuse toute forme de réparation financière individuelle. Parce que j'estime que ce serait donner corps à une évaluation de la souffrance humaine, que ce serait considérer qu'on peut solder pour tout compte la réparation pécuniaire de la violence infâme et indicible qui a été infligée à ces personnes-là, et que finalement on s'inscrit dans la logique d'un système qui est un système marchand. Alors que c'est la logique de ce système marchand qui a nourri le système de la traite et de l'esclavage. Donc je continue à refuser ça. Pour autant, je pense qu'il y a des inégalités économiques, il y a des exclusions structurelles qui sont directement issues à la fois du système esclavagiste, mais aussi du mode de sortie du système esclavagiste. Le mode de sortie du système esclavagiste a consisté à laisser en l'état les appropriations foncières qui ont eu lieu dans les sociétés où il y a eu de l'esclavage, à laisser en l'état la domination des maîtres esclavagistes, à laisser en l'état la capacité de ces maîtres à se constituer comme oligarchie financière, à laisser en l'état l'écart
en termes d'accès à l'information, à l'éducation, aux métiers, aux responsabilités, et même parfois tout bêtement aux libertés de celles et ceux qui venaient du système de l'oppression esclavagiste et de celles et ceux qui ont mis en œuvre cette oppression esclavagiste. Donc ce mode de sortie fait qu'il y a des inégalités criantes. Il y a de la propriété foncière qui n'est pas répartie. Il y a une inégalité d'accès, je viens de le décrire, donc à des métiers. Donc le sujet se pose. Donc moi je refuse la réparation financière, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit en termes d'enveloppe à des pays en termes de réparation du système esclavagiste. Par contre, je le pensais déjà, je le pense encore, il y a un effort particulier à faire en concevant globalement et budgétairement des politiques publiques, éducatives, culturelles, artistiques, qui permettent de financer de la recherche sur ce qu'ont été les arts pendant toute cette période-là et ce qu'ont été les créations artistiques, ce que l'éducation, ce que la connaissance du monde doit aujourd'hui à cette période et à ce que ces peuples opprimés, ces individus esclavagisés en produit. Y compris les religions, ce que les religions ont tiré de cette confrontation entre la religion dominante, à l'époque c'était la religion catholique, les premières puissances esclavagistes c'était l'Espagne catholique et le Portugal. Et on sait que il y a les religions dans les Caraïbes et les Amériques sont principalement des syncrétismes. Bon, alors depuis une trentaine d'années, il y a les machins millénaristes, évangélistes qui arrivent. Je suis pas spécialement savante de ces machins-là. Bon, mais on voit ces religions-là qui migrent, hein, et qui arrivent et qui s'installent. Mais pendant l'esclavage et après l'esclavage, les religions dans ces territoires étaient des religions syncrétiques. Et ce qui est apparu, c'est que, par exemple, deux choses qui sont extrêmement édifiantes. Une, c'est que les cultes, par exemple, le vaudou, el candomblé, la santeria, Cuba, tout ça, ce sont des cultes où il y a eu une ruse avec les idolâtries que produisent les religions, et notamment la religion catholique. Parce qu'elle a plein de saints avec des petites statuettes, des joues roses, des visages sympathiques. Et dans cette idolâtrie, on a vu que les objets de culte, chez les esclaves, les objets de culte étaient faits sur 2 étages. Il y avait au-dessus le saint catholique. Donc ils étaient en paix avec le prêtre, parce que le prêtre, le sabre et le goupillon, hein, le prêtre a contribué de façon significative à la domination et à l'oppression. Donc, ils se mettaient en paix avec le prêtre en ayant le saint catholique, et juste en dessous, ils avaient leurs esprits de leur culte, de leurs ancêtres. Ça, c'est quelque chose d'édifiant. Donc, ils ont réussi pour survivre, donc avoir la paix avec la religion qui domine et qui est l'allié des oppresseurs, mais en même temps ne pas renoncer à eux-mêmes, à leur culture et à leur culte. Ils ont fait quelque chose, une superposition qui est devenue après une espèce de machin. De sorte que dans ces sociétés, c'est pas compliqué, ou plutôt c'est compliqué. Les gens vont à la messe le dimanche. Le vendredi, ils vont chez on appelle ça le gados, c'est-à-dire le sorcier. Les mêmes personnes qui pratiquent la religion catholique vont chez le sorcier, alors qu'il y a eu un affrontement, hein, un affrontement très dur entre la religion dominante et les survivances des religions africaines. Et dans ces sociétés-là, c'est très naturel, c'est très pacifique. Les gens allient le paganisme le plus absolu, c'est-à-dire qu'ils ont des pratiques gastronomiques, rituelles, culturelles, de loisirs qui sont complètement païennes. Ils vont voir le sorcier pour se protéger de la malfaisance de leurs voisins de palier ou de leurs voisins de bureau. Et puis ils vont à l'église où ils jurent à Dieu que d'abord ils font pas de péché et ensuite ils aiment leur prochain comme eux-mêmes. Donc et les gens viennent avec tout ça, je vous garantis qu'ils sont pas fous. Je vous garantis qu'ils sont pas fous. Donc moi j'en viens. Alors je vais pas chez
je ne combine pas ces trois pratiques. Aucune des trois d'ailleurs, bon mais ça se dit pas. Voilà, j'en viens. La deuxième chose édifiante, mais je vois que mon chef de cabinet est en train de s'inquiéter pour le reste de mon agenda, de la journée, mais il n'avait qu'à ne pas remplir mon agenda de la journée comme il l'a fait. Hein? Il a bien de la chance. C'est pour ça que je supporte tout ça. Il exécute ses méfaits tous les jours. C'est tous les jours que l'agenda est juste inexécutable. Et je l'exécute tous les jours. Bon. Donc, la deuxième chose édifiante, c'est que on a retrouvé... Alors, le Brésil, par exemple, pour prendre le Brésil. Le Brésil est passionnant. Le Brésil est passionnant, vraiment. Le candomblé, bien entendu, mais Zumbi de Palmares... bon, là, le Pernambuco, enfin, tous les Quilombo, d'accord, tout ça, c'est absolument passionnant. Ça a duré un siècle quand même, hein. Ça a duré plus d'un siècle. Il y a des communautés de nègres marrons qui ont vécu un siècle entier sans pouvoir être repris ni par les autorités, ni par les bandeirantes. D'accord? Bon. Le Brésil a ceci encore en particulier d'intéressant, c'est que au Bénin, qui a été la terre d'origine du vaudou, il y a des cultes qui sont encore pratiqués au Brésil dans une langue que les Brésiliens ne comprennent pas. Donc les prêtres de ce rituel ont des prières qu'ils récitent dans une langue que les Brésiliens ordinaires ne comprennent pas, peut-être que les prêtres les comprenaient. En tout cas, ça s'est passé au début du 1880, au début du XXe siècle. Les prêtres ont ces prières, et des prêtres sont revenus au Bénin parce qu'il y avait eu un grand événement. Et il s'est avéré que ces prières étaient dans une langue béninoise qui, elles non plus, ne se pratiquait plus, mais il y avait encore des traces de ces langues et des chercheurs qui connaissaient ces langues. C'est-à-dire que c'est le Brésil, société où a abouti la traite et l'esclavage d'Africains, c'est le Brésil qui ramène au Bénin une partie du patrimoine béninois. Moi, je trouve ça absolument passionnant. Il y a certainement des tas de choses à comprendre derrière ça, mais c'est cette transmission orale. Cette transmission orale de prières, de langues. On dit d'ailleurs qu'il y a des responsables de culte qui, volontairement, lorsque les captures se faisaient, et que massivement des groupes de personnes d'un même village ou d'un même ensemble étaient capturés, on dit, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas il y a des travaux de chercheurs qui l'affirment, qu'il y a des personnes, des autorités spirituelles, donc des prêtres, qui se sont joints aux autres pour les accompagner. Ça ne me paraît pas absurde. Je pense par exemple à la Deuxième Guerre mondiale, aux enfants de Lisieux. On sait que leurs enseignants ont choisi de les accompagner. En Pologne, comment il s'appelle? Celui qui a... Non, j'ai son nom sur le bout de la langue. On sait qu'il a accompagné, il a choisi d'accompagner des adolescents. Donc, je trouve que voilà, ça n'est pas invraisemblable que des prêtres, je ne sais pas comment les appeler autrement, aient choisi d'accompagner leurs compatriotes. De sorte que cette connaissance spirituelle et culturelle a traversé l'Atlantique et s'est reproduite là-bas. Et ça expliquerait de façon assez rationnelle et simple que ces prières aient été prononcées, maintenues, transmises, et qu'elles reviennent après au Bénin, alors qu'entre-temps, le Bénin, qui a subi d'autres chocs, a perdu cette partie de son patrimoine. Donc je trouve qu'il y a pour vous, les chercheurs, mais ce sont des choses que vous connaissez, mais en même temps, il y a un gisement absolument vertigineux. Parce que chaque fois qu'on lève un pan, il y a des enseignements, des conséquences, des implications qui viennent de ce pan et qui montrent qu'il y a encore de la recherche pour plusieurs générations. Je vois un air de désespoir sur le visage des jeunes chercheurs.
Merci. Il y a encore une autre question, mais je crois qu'il faudra que je parte parce qu'on n'avait pas prévu que je passe autant de temps avec vous, mais je suis bien avec vous. Dans le domaine du racisme, pour moi, il y a deux champs pour lutter, le juridique et le psychologique, le psychiatrique, maladie mentale. Il y a le racisme, l'impossibilité d'avoir accès au discours, ça casse la psyché de noirs comme de blanches cis aussi. Qu'est-ce qui fait, au Brésil, on essaie de faire, j'ai des amis qui essayent de faire dans la politique psychologue, de faire changer la santé, la santé publique, la santé sociale au Brésil. Qu'est-ce que fait le gouvernement de France ici pour donner accès aux gens qui sont psychiques cassés à cause du racisme, avoir ça? Alors, j'avoue que ce domaine-là n'est absolument pas développé. Et c'est lié au fait que, et c'est une différence avec les États-Unis, et puis avec d'autres pays, éventuellement le Royaume-Uni, on peut penser les choses comme ça. La France, l'histoire de la France, c'est une nation qui s'est construite sur le volontarisme d'une égalité et de l'indifférenciation entre les individus. Donc, lorsqu'on additionne à la fois la politique de silence et d'occultation, qui a été une politique pensée, hein, je veux dire qu'il y a des gouverneurs qui, en lisant l'acte d'abolition de l'esclavage, ont conclu en disant « à partir d'aujourd'hui, on oublie tout, nous sommes tous frères ». Et les deux parties avaient des raisons d'oublier. Ceux qui avaient dominé et opprimé avaient des raisons d'oublier. Ceux qui avaient été opprimés avaient des raisons d'oublier pour se donner une chance d'exister dans la société et de croire peut-être aussi à une ascension sociale. Donc il y a eu un consensus sur au moins 2 ou 3 générations de l'oubli. Personne n'en parlait. C'était occulté. C'est pour ça que moi je ne l'ai pas appris à l'école, je ne l'ai pas entendu dans ma famille non plus. Même si, une fois qu'on connaît cette histoire, on réalise que l'histoire est présente. Elle est dans du vocabulaire, elle est dans des pratiques, elle est dans une philosophie, elle est dans des rituels, elle est là, elle est là. Mais si on n'en a pas conscience, on prend tout ça comme des choses éparses, sans lien entre elles. Mais une fois qu'on connaît l'histoire, on identifie, mais de façon extraordinaire, y compris dans la gastronomie. Dans tous les domaines, on identifie des traces de cette histoire. Bon. Mais il n'empêche qu'il y a ce choix de l'oubli. La France, je le disais, a construit sa nation sur cette ambition d'égalité qui est très belle, et cette option de citoyens égaux entre eux, pour lesquels on ne fait aucune différence. Donc si vous décidez, et c'est inscrit dans la Constitution française, que vous ne faites pas de différence de race, c'est encore écrit dans la Constitution française, d'origine, sans distinction de race, d'origine et de religion, vous ne faites aucune différence, vous reconnaissez que des citoyens. Vous reconnaissez que des citoyens. Voilà. Le problème, c'est que, du coup, la République française, elle s'est rendue aveugle à la différence. Parce qu'elle a décidé que tous les citoyens sont égaux et qu'on ne tient compte d'aucune différence, elle a cessé de voir les différences. La République. Sauf que dans la société, on voyait les différences. Et qu'on montrait de plus en plus les différences. Et qu'on stigmatisait de plus en plus les différences. Et qu'effectivement, on a provoqué des pathologies. On a provoqué d'abord de l'exclusion, de la discrimination et de l'écrasement de personnes sur la base de différences. Et ça s'identifie quand on regarde le système scolaire. Le système scolaire est très appauvri à ses périphéries. C'est-à-dire là où les mauvaises politiques de la ville, les mauvaises politiques du logement, les mauvaises politiques d'aménagement du territoire, en tout cas des politiques qui ne se sont pas fondées sur la mixité sociale. Là où ces politiques ont refoulé à la périphérie des villes, justement des personnes qui ont une différence visible, le système qui est censé organiser l'égalitarisme républicain, lui-même, il reproduit les différences. Donc, on a bien vu que dans ces périphéries, les chances scolaires sont moindres, les orientations sont systématiquement vers des métiers manuels, quel que soit le talent, quelle que soit la capacité des jeunes, qu'il n'y a pas tous les équipements autour, parce qu'il n'y a pas que l'école et les programmes scolaires.
est-ce que vous avez une bibliothèque à portée de la main? Est-ce qu'il y a un cinéma au coin de la rue? Est-ce qu'il y a un kiosque de journaux? Est-ce que, bon voilà, il y a tout cet environnement et on se rend compte que tout ça n'existe pas. Donc, de bonne foi, la République a voulu ne pas regarder les différences. Par négligence, par inadvertance ou par facilité, elle a choisi d'ignorer les différences, alors que la société, au contraire, au fur et à mesure, produisait à la fois des instruments, des mécanismes et des conceptions, des concepts, des paroles, des pratiques qui excluaient la différence. Donc ça, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, il faut effectivement des réponses globales. Donc changer les politiques de la ville, changer les politiques de logement, changer la politique de l'éducation nationale, changer la politique de la présence des pouvoirs publics, des pouvoirs de l'État dans ces territoires, changer les politiques de mixité sociale. Voilà, il y a tout ça, et y compris les politiques de santé, parce qu'effectivement, ça fait des dégâts considérables. Donc il y a des réponses politiques collectives à apporter, et puis il y a des choses plus ajustées, plus fines à faire sur les individus, j'en suis parfaitement d'accord. Je crois que ça devient désespéré, il me faudra partir. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre.